pas sûr de pouvoir avoir un aire diagnostique suffisant qui nous permette de savoir s'il faut les intuber ou pas. On est très curieux. Oui, c'est pas simple comme topo, et d'autant plus qu'il faut que je fasse preuve de concision, ce qui n'est quand même pas mon fort, et ce qui ne sera pas le fort de cette présentation, malheureusement. Du coup, j'ai la joie de présenter donc, les éléments pronostiques de la BPCO, et donc ce qui pourrait nous aider à décider ou non d'une intubation. Là, c'est un plan avec une évaluation générale, des facteurs pronostiques qui sont liés à la BPCO, la prise en charge en réanimation, quels sont les pronostics en fonction des thérapeutiques, et la place de l'intubation, pour qui, pourquoi. L'évaluation générale, pour la BPCO, je reprends également le GOLD, qui est quand même le principal arme du pneumologue. On évalue la gravité d'une BPCO selon sa VEMS en pourcentage prédit, de GOLD 1 à 4. Ça, c'était les recommandations du GOLD 2015, qui ont un peu évolué en 2019, où ils ont rajouté des petites cases avec un tableau à double entrée qui raccroche les histoires d'exacerbation et également la qualité de la dyspnée du patient, ce qui permet d'avoir 16 sous-groupes de patients pour un peu mieux les caractériser en fonction de leur risque d'exacerbation ou de symptomatologie respiratoire. Alors, le MMRC, ça correspond à des stades de dyspnée qui sont subjectifs par rapport au patient, de 0 jusqu'à 4, 0 étant aucune dyspnée, 4 étant la dyspnée au moindre effort, et le CAT qui est un test fait par le patient, qui est le COPD Assessment Test, où il remplit ses petites cases et ça lui permet d'avoir un score qui peut monter jusqu'à au-dessus de 30, qui permet de classer une BPCO très sévère. Alors il y a une étude qui a été faite en 2020 pour étudier la différence entre le GOLD 2015 et le GOLD 2019, savoir s'il y avait une meilleure prédiction de la mortalité entre le GOLD 2015 et le GOLD 2019, maintenant qu'il y a ces petits sous-groupes. Et en fait, ça fait pas mieux. Donc on a l'impression que le fait de rajouter le MMRC ou le CAT, ça n'a pas permis d'avoir une meilleure définition et une meilleure discrimination des patients en termes de gravité sur une mortalité à 5 ans. Donc on a l'impression que c'est peut-être pas forcément la solution et qu'il faut peut-être trouver d'autres tests qui peuvent nous permettre d'avoir une meilleure visibilité pronostique de ces patients, notamment le BOD. Alors c'est un acronyme pour BMI, obstruction, dyspnée et exercice, qui inclut donc tous ces facteurs-là, le VEMS selon l'American Thoracic Society, la dyspnée toujours sur le stade MMRC, le test de marche de 6 minutes et le BMI. Alors ça, du coup, ça nous oblige à avoir notamment un test de marche de 6 minutes qui n'est pas tout le temps réalisé, qui est difficile à ce qu'on puisse le faire. Néanmoins, ça a quand même un très bon score qui est validé pour une mortalité une probabilité de survie à 4 ans quand on est au-dessus de 7 à 18%, et c'est quand même assez discriminant. Ça a été validé dans le cadre de la BPCO, au même titre que le Charlson, qui est du coup le Comorbidity Index, dont on parlera juste après, qui était assez discriminant en fonction des quartiles, donc le quartile le plus grave étant un BOD entre 7 et 10, qui montrait une surmortalité de ce groupe de patients. Alors, il y a un score ADO qui n'est pas encore validé, qui permet de s'affranchir notamment du test de marche de 6 minutes et qui inclut l'âge dedans, qui peut être aussi plus utile pour nous pour avoir notamment nos critères quand on n'a pas forcément tous les tests. Alors donc un VEMS seul, ça ne suffit pas à définir un pronostic, et ça c'est une étude du New England qui comparait justement VEMS versus le BOD, et le BOD était plus discriminant parce qu'on avait plus de facteurs qui nous permettaient, notamment dans le quartile 4, qui est la courbe de Kaplan-Meier supérieure, qui montre que pour les quartiles 4, les patients ont un pronostic bien plus important et bien plus sévère, qui nous permet d'être plus discriminant qu'un simple VEMS, où finalement les patients sont plus liés. Alors quel autre facteur pronostic lié à la BPCO on peut retrouver? Donc, la BPCO, il y a une surmortalité par rapport à la population générale, mais pas dans tous les groupes. Quand on prend juste les groupes de GOLD 1 à 4, on se retrouve avec un GOLD 1 sur une mortalité à 15 ans. Donc ça, c'était une étude avec plus de 3000 patients. Le GOLD 1 se rapproche quand même globalement de la population générale, et à l'inverse, les GOLD 2 et 3, on voit qu'il y a quand même un seuil qui est passé, et le GOLD 4 qui a une mortalité quand même très importante, et il y a une mortalité qui est proportionnelle au stade de la maladie et qu'on ne peut pas les prendre en charge de la même manière. La survie à 15 ans, elle est pas très bonne. Il y a quasiment 83% de mortalité à 15 ans, tout stade de BPCO confondu. Et on voit surtout que pour les BPCO stade 4, qui est la colonne tout à gauche, il y a quasiment 95% à 15 ans, 90% à 10 ans et encore 75% à 5 ans. Dans cette même étude, on retrouvait que la cause principale de mortalité restait la BPCO en elle-même, ce qui était surtout vrai pour les stades encore plus avancés de la BPCO. Et à l'inverse, pour les stades 1, on a l'impression que l'impact de la BPCO était moins présent,
et qu'au final, c'était les comorbidités qui étaient plus à risque pour la mortalité de ces patients-là, plutôt que la BPCO en elle-même, et ce qui est corrélé avec la survie qui semble assez identique à la population générale. La mortalité était aussi plus significative chez les patients les plus âgés, ça c'était significatif pour quasiment tous les groupes. L'AFE, la VEMS, c'était pas significatif encore une fois pour les groupes les moins sévères de la BPCO. Par contre, ça devenait significatif pour les groupes les plus importants. Encore une fois, c'est corrélé avec le fait que la comorbidité est peut-être plus intéressante à prendre en compte chez les patients avec les GOLD les plus légers. Là, en l'occurrence, le CCI, c'est le Charlson Comorbidity Index qui prend en charge les comorbidités. Il y avait une mortalité pour les comorbidités index les plus élevées chez les patients GOLD 1, et à l'inverse, c'était non significatif pour les GOLD 4. Donc on a l'impression qu'en termes de pronostic et l'impact sur le pronostic, pour les GOLD 1, ça sera plutôt les comorbidités qui vont jouer, et à l'inverse, quand on va aller une sévérité de la maladie plus importante, ce sera surtout la pathologie en elle-même et la gravité et la symptomatologie de ces patients-là qui sera à prendre en compte. Pour le Charlson Comorbidity Index, donc c'est un score qui date d'il y a quand même assez longtemps, c'était en 1985, qui est toujours d'actualité, qui permet d'avoir un classement pronostic selon les comorbidités, qui prend en compte plus ou moins l'âge. Nous, en l'occurrence, on ne va pas le prendre forcément parce qu'on voit que c'est déjà significativement associé à une surmortalité. Et ce Charlson Comorbidity Index nous permet d'avoir un score pronostic qui est intéressant parce que le Charlson supérieur à 5 montre une mortalité à 1 an de 85%, toute pathologie confondue. Est inclus dans le Charlson Comorbidity Index aussi les insuffisances respiratoires chroniques. Donc ça prend en charge la BPCO, donc on gagne déjà un point juste en étant BPCO. Ça a été validé dans le cadre de la BPCO avec un index pronostic intéressant. À l'ERS, il y avait une étude de patients qui avaient été suivis, 77 patients, c'est pas énorme, mais il y en avait quand même 77, où on retrouvait quand même une différence significative avec les patients qui étaient décédés, qui avaient un Charlson Index qui était strictement supérieur à 3 et qui étaient beaucoup plus décédés que les autres qui étaient encore en vie, qui avaient un Charlson Index un peu moins important. Il y a Esteban aussi en 2016 qui avait étudié après des exacerbations de BPCO la mortalité à 1 an, qui retrouvait ce Charlson aussi comme significativement sensible pour un pronostic défavorable, au même titre aussi que l'utilisation de la VNI et de l'oxygénothérapie à domicile chez ces patients BPCO. Alors on parle de comorbidité, c'est aussi associé à la fragilité. Alors la fragilité, c'est toujours difficile à définir chez les patients BPCO. Ça, c'est une revue, une méta-analyse avec plus de 20 papiers qui incluaient BPCO et fragilité. La fragilité, la définition, elle est vaste. Et pour toutes les études, il y avait quasiment une échelle différente. Donc c'est un peu compliqué de faire la part des choses, de savoir comment la définir. Néanmoins, en tout cas, elle était toujours associée de manière significative à un VEMS qui était plus bas, systématiquement, et des scores de dyspnée, que ce soit CAT ou MMRC, significativement plus hauts. Et la mortalité aussi ressortait avec un hazard ratio de quasiment 1,66, avec une mortalité plus élevée chez les patients les plus fragiles. Alors nous, dans notre service de réanimation, on utilise le Clinical Frailty Score, Scale, qui est du coup qui nous permet d'avoir une échelle de fragilité entre si le patient peut se déplacer, est complètement autonome, s'il est dépendant pour les gestes de la vie quotidienne ou pour se déplacer, et à l'inverse, s'il est complètement grabataire. L'étude, ça c'est une analyse aussi de plusieurs études, où il y a plus de 23 000 patients qui étaient multicentriques. Clinical Frailty Score qui est utilisé à partir de 65 ans, et on s'est rendu compte qu'il y avait une mortalité supérieure des patients, qui avaient un Frailty Score supérieur à 5, enfin inclus 5, entre 5 et 8, donc qui commençait déjà à ne plus être vulnérable, mais déjà fragile, et il y a une importance à récupérer ce Clinical Frailty Score, vu qu'il y a un impact pronostic majeur chez ces patients-là. Alors en réanimation, la mortalité, elle est aussi importante, elle est majoritairement liée à l'âge. Ça, on le voit qu'il y a quand même un cut-off très important. Les scores de sévérité, APACH et SAPS, bon, vu que c'est des scores de sévérité et de mortalité en réanimation, le fait qu'ils ressortent, ça semble plutôt logique, ça prouve que les scores sont quand même validés. L'oxygénothérapie à domicile montre encore une surmortalité. Les patients qui avaient de l'oxygénothérapie au long cours meurent plus que les gens qui n'en avaient pas initialement à l'arrivée. Alors dans cette étude de Brown, il n'y avait aucune comorbidité qui ressortait, mais c'est probablement lié déjà au fait que les VEMS qu'ils avaient étaient en médiane à peu près à 40, donc c'est des stades de Gold qui sont entre 3 et 4 plus ou moins,
et ils avaient surtout qu'un tiers de leur population qui avait un VEMS qui était exploitable lors des études. Les patients étaient aussi beaucoup plus graves sur la dépendance à l'oxygène à l'arrivée en réanimation. Donc on semble avoir une gravité avec l'atteinte respiratoire la plus parlante. La mortalité en réanimation, elle était de plus de 20%, et quasiment 40% des patients avaient eu besoin d'une intubation, et il y avait une mortalité qui était significativement plus forte chez les patients qui avaient besoin d'une intubation, avec quasiment 67% de décès chez ces patients-là en réanimation. Alors, quelle autre comorbidité aussi on peut avoir qui sont significativement associées à une surmortalité des patients BPCO? On retrouve un BMI qui est un peu plus faible chez les patients non survivants. Donc ça, c'est ce qu'on voit déjà dans d'autres études où on voit que le surpoids est un facteur plutôt protecteur en réanimation et en BPCO. Et les comorbidités cardiaques qui, elles, ressortent pour le coup de manière significative chez les patients qui sont décédés, notamment l'hypertension, la coronaropathie et les arythmies. Alors, dans cette même étude, il y avait aussi des différences significatives entre les survivants et non survivants sur les besoins en oxygène, en VNI et en intubation. On voit qu'il y avait beaucoup plus de proportions de patients qui nécessitaient de ventilation non invasive ou d'intubation et qu'il y avait une mortalité plus importante des patients intubés. La comorbidité principale qui ressort en tout cas la raison de la mortalité en réanimation, ça reste la pneumonie, alors qui complique soit une exacerbation, soit qui est la cause de l'arrivée en réanimation. Et du coup, ils avaient classé en différence la pneumonie et les groupes de patients qui n'avaient pas de pneumonie pour laquelle ils arrivaient en réanimation, qui avaient une BPCO. Et on se rend compte que le pronostic est beaucoup plus sombre de la pneumopathie, avec une mortalité plus élevée dans tous les groupes, que ce soit lunettes nasales, ventilation non invasive ou intubation. Que le pronostic de l'intubation avec une pneumopathie est aussi quand même assez important, avec quasiment 77% de décès dans son groupe, versus 36% pour toutes les autres étiologies. Et ce qui était quand même aussi important à noter, c'est que tous les patients qui avaient eu de la VNI et qui ont finalement été intubés, ils avaient 100% de mortalité. Donc c'est un peu la question qui va se poser, c'est de savoir entre VNI, VMI, qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même une surmortalité de l'intubation, donc il y a certaines, mais en tout cas pour l'échec de VNI, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça, c'est l'étude de Chandra dans la JRCCM en 2012, qui a étudié pendant quasiment 20 ans l'utilisation pour les exacerbations de BPCO, de savoir s'il fallait les intuber d'emblée ou faire de la VNI. Donc bon, il y a eu l'essor de la VNI qui a quand même bien pris le pas et qui montre un bénéfice certain, on l'a vu avant, et une diminution des patients qui étaient intubés initialement. Et ce qu'on voyait quand même, c'est qu'il y avait une diminution de la mortalité chez les patients qui avaient de la VNI et qu'on avait l'impression de les prendre mieux en charge, et qu'il y avait une stabilité de la mortalité avec la ventilation mécanique invasive. Et en tout cas, il n'y avait pas par contre de diminution de la mortalité chez les patients avec de la ventilation mécanique invasive. Ce qui était aussi intéressant à noter dans cette même étude, c'est que pour les patients qui bénéficiaient de VNI seuls et pour qui ils s'en sortaient, il y avait vraiment une différence de mortalité entre le début de l'utilisation de VNI et 2008. Par contre, ce qui a été vu et ce qui était étonnant, c'est que pour tous les patients qui avaient de la VNI et qui échouaient et qui étaient finalement été intubés, il y avait une énorme augmentation de mortalité. Donc on se posait la question de savoir est-ce qu'on ne retardait pas l'intubation et que les patients étaient morts à cause de nous, parce que finalement on faisait de la VNI un peu trop, et que les patients mouraient. Alors dans cette étude, au final, il y avait probablement une sélection de patients qui étaient plus graves, parce que du coup ils échouaient avec la VNI, parce que de toute manière ils étaient un peu voués à l'échec, et que de toute manière l'intubation ne les aurait pas sauvés, mais qu'il y a aussi une discussion de l'utilisation peut-être chez des patients qui étaient trop difficiles à ventiler, qu'on s'est acharné aussi à l'utilisation de VNI, vu que c'était un peu l'essor, et que c'est peut-être aussi un biais. Autre biais, et qu'on verra dans une autre étude, c'est peut-être qu'on a essayé de faire de la VNI chez des patients qui avaient une pneumopathie, et ce n'est pas forcément les patients qui bénéficieront le plus de VNI dans le cadre d'exacerbation de BPCO associée à une pneumopathie, parce que c'est des réversibilités qui vont être beaucoup plus longues et que le bénéfice de la VNI va être lissé sur la durée de réversibilité de son traitement, de sa pathologie. Alors ça, c'était une analyse aussi de plus de 25 000 exacerbations de BPCO pour le pronostic sous VNI. Ça ressort de toute manière sur toutes les études qu'on voit. Il y a une diminution avec la VNI de la mortalité, de risques infectieux, du coup, de la durée de séjour et de la mortalité dans tous les groupes, même avec des comorbidités. Alors plus il y avait des comorbidités, moins la significativité du bénéfice de la VNI était montrée, mais était de toute manière systématiquement significatif.
il y avait quand même 13,8% de mortalité s'il y avait une VNI avec finalement un échec de VNI avec bénéfice à intubation, alors que intubation seule d'emblée, il n'y avait que 8,6% de mortalité. Donc se pose toujours la question de savoir est-ce qu'il faut intuber d'emblée, est-ce qu'il faut faire de la VNI. Alors ça, c'est des études qui ont été faites aussi avec un peu plus d'utilisation de VNI et de recul. Alors c'était un patient, c'était un groupe de population, il y avait quand même pas mal d'échecs de VNI, puisqu'il y avait 52% de patients qui finalement étaient intubés avec un échec de VNI, ce qui n'est pas du tout les chiffres qu'on voit habituellement, ce qu'on a vu juste avant. Et que même si la prise en charge était parfois tardive, ils ne retrouvaient pas de différence de mortalité entre les patients qui avaient de la VNI et qui avaient réussi versus ceux qui avaient échoué, qui avaient dû être intubés. Il n'y avait pas de surmortalité dans ces groupes-là. Au même titre que Demoule en 2006, qui avait étudié aussi le bénéfice et les risques de savoir s'il y avait un succès ou un échec de VNI, et qu'il n'y avait pas de différence significative entre les patients qui avaient réussi la VNI et ceux qui ne l'avaient pas réussi. Il n'y avait pas de surmortalité chez ces patients-là, et retrouvait en tout cas un fort bénéfice à tous ceux qui ont réussi à passer le cap sous VNI. Il y a un énorme bénéfice sur la mortalité, donc il faut vraiment s'acharner à utiliser la VNI, et on le voit de toute manière, c'est le gold standard, et c'est ce qu'on a vu juste avant, et éviter de retarder en tout cas l'intubation si on peut le faire. À moduler quand même comme propos, alors ça c'est une étude du JAMA qui avait étudié l'impact de la ventilation, invasive chez les patients tout venant pendant 28 jours. Et à 28 jours, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément une mortalité plus importante des patients BPCO qui sont intubés par rapport à ceux qui sont intubés pour l'asthme, pour des comas ou pour des SDRA. Et ça, c'était sur 28 jours. Donc il ne faut peut-être pas forcément tout le temps se limiter à intuber les patients avec une BPCO, et qu'il ne faut pas les condamner seulement sur ce seul antécédent, et que c'est plutôt une prise en charge qui va être multimodale. Néanmoins, il n'y avait quand même pas la notion de la gravité du patient dans les études, et qu'en tout cas, le doute doit bénéficier aux patients avec des durées de séjour, des durées de ventilation mécanique et des durées de sevrage pour les patients BPCO, qui étaient au final comparables à les patients tout venant qui étaient intubés pour toutes les autres raisons, et qu'il ne faut pas non plus restreindre à les intuber s'il y en a besoin. La mortalité est plus importante que la VNI, ça on l'a vu, et c'est une certitude. Pas de surmortalité en tout cas par rapport à d'autres pathologies. Ça c'était une autre étude aussi de patients intubés, il y avait une mortalité de 25% versus 22% des patients intubés qui avaient été retrouvés dans le JAMA. Donc je pense qu'il ne faut pas se limiter à intuber les patients. Alors dans le GOLD, ils parlent notamment des cas les plus sévères. Alors ils disent bien que l'utilisation de ventilation invasive, ça doit être fortement aussi influencé par le fait qu'il y ait une réversibilité de l'événement, du souhait du patient et de la disponibilité de soins intensifs. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Néanmoins, il y a quand même une augmentation de mortalité chez ces patients qui sont les plus graves, avec des FE, des VEMS qui sont inférieurs à 30%, qui avaient des comorbidités associées qui n'étaient pas liées à une comorbidité respiratoire, ou qui étaient en tout cas bloqués à la maison, donc il y avait une fragilité augmentée. Et pour ces patients-là, il faut vraiment se poser la question et probablement limiter les intubations, parce qu'on sait qu'il y a une énorme mortalité chez ces patients-là. Alors ça, c'est tous les critères de mauvais pronostic de ventilation mécanique invasive avec une BPCO dans le cadre de l'exacerbation notamment, que ce soit l'insuffisance respiratoire chronique avec nécessité de VNI ou d'oxygène à domicile, la sévérité sous-jacente avec un index qui est plutôt multimodal et pas resté avec seulement un VEMS, des comorbidités avec des âges de plus de 65 ans, et pas essayer de s'acharner à récupérer un peu un index de comorbidité, que ce soit avec le Charlson ou le Clinical Frailty Scale, la dénutrition et les comorbidités cardiovasculaires, et l'évolution de la pathologie. On sait qu'un patient qui échouera sous VNI aura probablement aura significativement une surmortalité, en tout cas en réanimation. Notre objectif principal, alors ça j'ai encore deux diapos et j'ai terminé. Notre objectif, c'est quand même de pouvoir les réhabiliter, ces patients respiratoires. On l'a vu aussi, parce qu'on sait que même s'ils sortent de réanimation, il ne faut pas qu'ils remeurent derrière. Ça, c'était une étude qui avait été faite sur les patients qui avaient bénéficié d'une réhabilitation respiratoire versus ceux qui ne l'avaient pas eu, et leur mortalité dans le temps à 48 mois. Et il y avait une forte significativité en faveur d'une réhabilitation respiratoire qui prévenait d'une mortalité et d'une réhospitalisation à 48 mois. Dernière diapo, on est mauvais pour évaluer les patients, et qu'on a tendance à les voir beaucoup plus graves qu'ils ne sont réellement. Alors ça, c'était une étude qui permettait d'estimer la mortalité du patient
selon le praticien et le ressenti qu'il en avait, versus la mortalité réelle. On estimait quasiment à 10% de survie des patients qui en réalité en avaient 40%. Donc il faut aussi savoir de temps en temps se faire un peu violence et pas le voir plus grave qu'il ne l'est et lui laisser le bénéfice du doute. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle présentation et très dense. Oui, désolé. Non, c'était complet. Oui. Merci pour cette revue de la littérature très complète. Moi, j'avais une question sur l'échec de VNI. Comment on caractérise l'échec d'un patient sous VNI? Est-ce que c'est 48 heures de VNI, je ne m'améliore pas? Est-ce que c'est de la VNI en continu? Est-ce que est-ce que vous avez une définition de ça? Oui, alors ça va être encore plus dense, parce que le GOLD le définit justement dans les recommandations du GOLD. Il y a tout un pan justement de savoir à partir de quand proposer l'intubation, et du coup fait aussi partie de l'échec de VNI, avec notamment des patients qui, tout ce qui est vomissement intempestif, inhalation massive, défaillance respiratoire, épuisement respiratoire, qui sont ça des signes cliniques. Pour estimer l'échec de VNI, effectivement, ce qu'on voyait, il recommande de faire des séances qui sont quand même longues pour avoir un bénéfice, donc d'au moins 4 heures. Néanmoins, si au bout d'une heure, je pense que la gazométrie, elle continue de rester dégradée, il faut aussi avoir la lueur de se dire il faut peut-être l'intuber, d'autant plus en fonction de la pathologie, notamment les pneumopathies, on voit que de toute manière, la réversibilité ne sera pas immédiate comme ça pourrait l'être s'il y a une décompensation cardiaque associée et qu'on peut se laisser le temps du Risordan et du Furo pour l'améliorer et que la participation de la BPCO associée n'est pas... Sur la décompensation cardiaque, c'est probablement ceux qui vont bénéficier de la VNI, non? Le plus, alors du coup, dans la publication de Demoule, il y avait à la fois les patients qui étaient BPCO et ceux aussi qui avaient une insuffisance cardiaque. Et ces patients-là nécessitaient encore plus de VNI, et c'est ceux qui avaient le plus grand bénéfice en fait à l'utilisation de la VNI parce qu'il y avait une réversibilité rapide. L'exacerbation de BPCO, sans parler de la complication de la pneumopathie, ont aussi un bénéfice parce que finalement la réversibilité peut être rapide avec des traitements inhalés qui permettent une réversibilité dans les quelques heures qui viennent. Et chez ces patients-là, il faut peut-être plus insister que des patients qui ont des pneumopathies où on sait que si en plus la pneumopathie est grave et qu'elle est en réanimation, ils mettront probablement plus de 24 heures à s'améliorer et que de la VNI pendant 24 heures. Le tableau clinique et l'évolution et la cause en arrière-pensée en disant que ça ne va pas évoluer rapidement. Ouais. Et toujours la comorbidité de se dire si le patient il est déjà très fragile, probablement que les réserves aussi qu'il aura pour tenir sous VNI pendant 24-48 heures, le temps que ça s'améliore, pourrait être aussi plus compliqué parce qu'il va finir par s'épuiser et qu'il faut peut-être proposer l'intubation plus rapidement chez ces patients-là, même si on sait que derrière il y a une surmortalité. C'est toujours la question qui n'est pas forcément tout le temps tranchée et qui ne sort pas tout le temps dans les études, au même titre que l'intubation des immunodéprimés, où on sait qu'on essaie de retarder parce qu'il y a des complications infectieuses derrière. D'autres questions? Oui, là-bas. Oui, merci aussi pour cette présentation qui était un peu trop riche pour moi. Oui. On parle de la mortalité, mais on ne parle pas de la dépendance derrière nos actes. Ouais, c'est pour ça que je me suis quand même permis de faire une toute petite diapo juste à la fin pour parler. Alors, j'avais aussi une autre diapo, mais encore une fois, j'ai été obligé de limiter. J'en avais 97 initialement, donc je me suis dit que ça allait être vraiment très très dense. Mais effectivement, il y a des études sur l'hospital discharge, donc la capacité qu'ils ont à ressortir. Au final, sur des BPCO, sur l'étude que j'avais lue, qui était assez complète, alors je ne sais plus combien il y a de population, pour une exacerbation de BPCO simple, il y en a finalement 52% qui étaient sortis d'hôpital, enfin sortis de réanimation, un peu plus de l'hôpital, et au finalement, ils n'avaient pas tant de séquelles que ça, il y en avait 70% qui sortaient avec des séquelles qui n'étaient pas handicapantes dans la vie, et qu'il faut, je pense, mais ça, de toute façon, c'est globalement une pierre angulaire aussi du traitement de la BPCO, c'est la réhabilitation respiratoire, parce qu'on voit qu'il y a une différence de mortalité entre les patients qui l'ont fait et qui ne l'ont pas fait. Donc il y a aussi ça, et c'est pour ça que je voulais quand même la mettre, cette diapo, parce que c'est intéressant. La fragilité d'un patient, même si on pense que ça va quand même passer et qu'on peut se lancer dans une réanimation plus invasive,
bah, si derrière il sort mais qu'il n'est pas capable de faire de réhabilitation respiratoire, on sait qu'il y aura un impact sur la mortalité. Et derrière, la qualité de vie, effectivement, elle en sera forcément impactée. Donc, à quel prix on veut faire survivre les patients aussi, parce que la qualité de vie derrière en sera impactée, et il sera peut-être du coup devenu oxygénodépendant, qu'il aura peut-être besoin de VNI à domicile, et on sait que s'il revient pour une hospitalisation post-réa pour une nouvelle exacerbation avec de la VNI ou de l'oxygène à domicile, la mortalité, elle explose aussi. Donc, c'est toujours la question de savoir, mais c'est sûr que même si Jean-Mathias voulait que je lui donne une fiche pour savoir quand intuber ou pas, je pense que c'est aussi un peu au cas par cas et le sentiment d'avoir aussi la réhabilitation possible derrière. Merci. Si vous voulez bien, on va passer à la présentation.